BSR Apéro, le café littéraire de la Bibliothèque sonore romande. Bonjour Pascal. Bonjour. Mesdames et messieurs, je vais tutoyer Pascal Yannoviak parce qu'on s'est rencontrés, on a fait une mauvaise rencontre l'un et l'autre en 2019 au Salon du Livre de Genève à propos de Le Zoo de Rome qui est sorti cette année-là. Puis on s'est retrouvés à plusieurs reprises et on va se retrouver encore à propos du voyage du Salem. Alors je vous présente en trois mots Pascal Yannoviak qui est né à Bâle il y a quelques années, en 1975, de père slovaque et de mère française. Il est aussi donc bâlois. Il étudie l'histoire de l'art et la littérature comparée. Il enseigne en Afrique, à Tripoli, Liban, à Ramallah, ainsi qu'au Bangladesh. Et Pascal vit actuellement à Rome. Là, c'est mis de son activité de traducteur. Mais est-ce que c'est encore valable ? Ou est-ce que c'est surtout ton activité d'écrivain ? Disons que c'est celle qui m'occupe le plus et qui me tient le plus à cœur, c'est celle d'écrivain, évidemment. Ouais. Il a publié Coléoptère. Alors ça, j'ai pas lu. Édition Samizdat 2007. On le trouve encore ? C'était mon premier livre, publié à 400 exemplaires, qui sont épuisés Il n'en reste plus, maintenant, mais on peut les trouver chez les antiquaires, je pense. On va chercher. L'Invisible, chez Buchet-Chastel en 2009. Oui. Donc ça, c'était l'histoire, c'était mon premier roman, disons, publié dans une maison parisienne, c'est-à-dire avec un instrument de promotion un peu, et puis un peu de visibilité, un peu d'articles. Donc c'était assez important pour moi. C'était l'histoire de L'Homme Invisible, une réécriture de L'Homme Invisible de Wells. Donc ce roman que sûrement vous connaissez, enfin vous connaissez l'histoire de cet homme qui disparaît, qui devient invisible. Et j'avais envie de réécrire cette histoire aujourd'hui, de voir ce qu'elle avait à nous dire aujourd'hui. Donc j'ai imaginé, moi, un avocat qui s'occupe un avocat financier, un avocat fiscaliste, qui travaille toujours dans les chiffres, sur ses tableaux Excel, qui travaille beaucoup avec l'abstraction des chiffres. Et il est tellement hors du monde, parce qu'il est très solitaire, qu'il finit par vraiment disparaître, par devenir vraiment invisible. Et voilà, ça c'était le thème de ce premier roman. Puis le suivant, c'est À quatre mains avec Kim Thuy. À toi. Oui. Et ça, c'est un autre éditeur, Liana Levy, 2011. Ouais. D'abord publié à Montréal, donc la même année. Qu'est-ce que c'est ce livre ? J'ai rencontré Kim Thuy lors d'une remise de prix à Monaco, donc pour l'Invisible, et on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de choses à se dire parce que elle-même, elle n'est pas québécoise d'origine, elle est arrivée au Québec en 70-71 depuis le Vietnam. Donc c'est une réfugiée, et moi-même je suis fils de réfugiés. Et je pense qu'on avait un regard sur le monde on sentait qu'on avait des choses à se raconter, puis on a commencé à échanger, à s'envoyer des mails, mais qui étaient très écrits parce que on a immédiatement pensé que cette correspondance pouvait donner lieu à un livre. Et donc là, pour la première fois, je me suis lancé dans quelque chose de plus autobiographique. J'avais envie de raconter la Palestine où j'habitais à ce moment-là, donc j'habitais à Ramallah. De raconter le Bangladesh où j'avais vécu, qui sont des pays particuliers, qui vous marquent. Et c'était, je crois que c'était peut-être nécessaire, ou en tout cas, important pour moi de pouvoir le faire de façon directe. J'avais peut-être besoin de ça à ce moment-là, de pouvoir raconter directement ce que j'avais vu dans ces pays. Direct veut dire en t'adressant à une personne réelle et pas en écrivant. Exactement. Public inconnu. Oui, et surtout sans le transformer dans un roman, dans une fiction. Donc ce sont des témoignages qui sont quand même écrits, qu'on peut lire comme des petites nouvelles, mais qui sont toujours des récits d'un vécu. Et donc on a correspondu comme ça pendant 3 mois, tous les jours. Et à la fin, on a simplement fait un travail de montage. On a enlevé ce qui dépassait, ce qui était peut-être un peu moins intéressant. Et on a gardé le cœur de cette correspondance qui a donné donc ce livre publié en 2011. Alors, avant de parler du Zoo de Rome et surtout du
du voyage du Salem. Bon, le Zoodrome, il faut que je signale maintenant que tu as eu des prix aussi. Prix du public RTS, prix Michel Dantan, prix Suisse Littérature pour le même livre. Ouais, je pense que c'était assez rare parce que la Suisse est un pays merveilleux pour ça, c'est qu'on essaye d'équilibrer les choses, on essaye de faire en sorte, c'est un modèle de société que je trouve très très appréciable pour ça. On essaye d'arriver à une égalité entre les personnes, contrairement à l'Italie où on peut promouvoir l'inégalité de façon assez marquante. En Suisse, on promeut plutôt l'égalité. Alors de donner ces 3 prix qui sont parmi les plus importants de Suisse romande à un seul livre, ça m'a énormément touché parce que ça voulait dire que c'était un livre qui avait réussi quelque chose, quoi. Que j'avais. Vous savez, on doute toujours quand on écrit. Même quand le livre est publié dans une bonne maison, on ne sait jamais vraiment si ce qu'on a fait était bon ou pas. Quand on reçoit 3 prix littéraires comme ça, on se dit bon bah voilà, j'ai quand même fait du bon boulot, quoi. Quand tu dis une bonne maison, comment est-ce que tu es entré à Actes Sud ? C'était par la rencontre avec Nancy Houston, que j'avais rencontrée à Ramallah, en Palestine. Elle m'a présenté son éditrice, qui a commencé par me refuser un premier livre qui était assez expérimental. Je m'étais assis dans une rue à Rome, et pendant 1 an, j'ai écrit sur une vieille machine à écrire tout ce que les gens me racontaient et tout ce que je voyais, tout ce qui passait dans cette rue. J'avais envie d'enregistrer le réel et voir ce que la réalité avait dans le ventre. Parce que vous savez que quand on est écrivain, on aime bien retravailler les choses, on rajoute un peu de sel, un peu de poivre pour que ce soit plus intéressant. Mais je me suis dit, mais est-ce que la réalité brute, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là à saisir ? Et donc j'ai fait ça. Pendant 1 an, j'ai écrit ça. Et ça donne quelque chose d'assez intéressant, je crois une langue assez forte. Mais c'est évidemment pas une histoire. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est comme la réalité, ça n'a pas vraiment de sens. C'est juste un flux. Et donc ce livre, voilà, n'a pas encore été publié. Mais ça m'a permis de rencontrer cette éditrice d'Actes Sud qui ensuite est devenue mon éditrice. Alors ça, je connaissais pas cette histoire, et ça me fait penser à Stadtteufel, Division Street. Je sais pas si tu connais ce livre. Non, je connais pas, non. Et le livre de Laura Spinet sur Lausanne, ça te dit quelque chose ? Non plus. Donc c'est la même démarche. Mais alors c'est géographique. Ce sont des témoignages, des interviews, des entretiens avec des gens dans une rue. Pour le cas de Turkel, c'est à Chicago. C'est la grande rue, Division Street, qui sépare les 2 zones. Et puis, Laura Spinet, c'est une Anglaise qui a vécu à Lausanne et qui savait pas très bien quoi faire parce qu'elle était un peu paumée comme étrangère. Son mari travaillait au CHUV et elle voyait personne. Donc, elle est allée dans la rue et elle a parlé avec les gens. Et en lisant ce livre sur Lausanne, j'ai découvert ma ville. Parce qu'il y a des gens dont j'avais entendu parler, d'autres pas. C'est extraordinaire. Donc c'est comme des pixels d'une photo, si tu veux. D'accord. Et j'espère que ton livre va être publié parce que ce sont des démarches extrêmement intéressantes. C'est des démarches qui sont assez physiques aussi. C'est-à-dire que moi j'avais un gros carton dans lequel je mettais 2 chaises pliables et ma machine à écrire. Et je trimballais ce carton jusqu'à la rue où je m'installais, et je m'installais à côté des aquarellistes et des portraitistes qui vendent donc le portrait des touristes. Ou à la place Espagne. J'étais sur la Via delle Murate, qui est la rue qui relie la Fontaine de Trévi et le Panthéon. Et c'est, je l'ai appris plus tard, la rue la plus fréquentée d'Europe, parce que évidemment c'est des flux de touristes qui passent là. Et donc, alors que mes voisins, qui sont devenus un peu mes collègues et un peu les personnages principaux de ce livre, faisaient des portraits à l'aquarelle ou au dessin, pardon, un peu au fusain, moi je les faisais un peu par écrit, quoi. Alors j'ai essayé différentes formules. J'ai d'abord proposé des portraits gratuits comme ça. Et puis les gens ne s'asseyaient pas. Cette machine à écrire, je pense que ça les intimidait un peu et ça les intéressait pas.
Alors je me suis dit, bon, je vais mettre un prix. J'ai mis portrait écrit 5 €. Et là, les gens se sont assis. Parce que, quelque part, c'était plus clair. Il y avait une transaction, voilà. Sauf que moi, ça marchait plus pour moi parce que, quelque part, évidemment, les gens s'attendaient à avoir quelque chose de beau, quoi, puisqu'ils payaient. Donc je pouvais pas vraiment écrire ce que je voyais. J'avais besoin de donner un produit, de donner une feuille avec quelque chose de marrant écrit dessus. Et donc j'ai arrêté complètement ce système et j'ai plus rien mis et j'écrivais juste. Je décrivais la rue et les gens s'arrêtaient et disaient mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, mais cette machine à écrire, mais c'est la même que celle que ma grand-mère a au grenier, mais c'est une Remington, ah oui, mais ça c'est une machine à écrire de 1924. Ben non, c'est de 1922. Ah bon, ah, mais elle marche. Mais alors c'est quoi la disposition du clavier, etc. Et moi j'écrivais tout ça. C'est quoi la disposition du clavier? Je tapais sur mon clavier pendant que les gens parlaient. Et c'était assez drôle parce que donc les gens parlaient parce que j'écrivais et moi j'écrivais parce qu'ils parlaient, quoi. Enfin. Donc ça donne une chose qui est pas le portrait d'une ville, mais plutôt le portrait de toutes ces personnes qui passent, qui sont là en transit à un moment d'un autre. C'est du pur présent. Enfin, je crois que j'aurais pas pu toucher plus le présent à travers ce moyen-là. Alors j'espère qu'on aura l'occasion de le lire et de l'entendre. Ce serait bien, peut-être de le jouer. Oui. Avant qu'on entre dans tes livres, tu as vécu dans des endroits assez différents. Qu'est-ce que tu y faisais? Alors j'ai commencé, donc né à Bâle, mon père slovaque, ma mère française, et ils ont hésité sur l'école, évidemment, où me mettre. C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait privilégier le lieu, me mettre dans une école suisse où j'aurais appris le suisse allemand, ou bien est-ce qu'il fallait privilégier la langue maternelle et me mettre à l'école française de Bâle? Et la langue paternelle? La langue paternelle, l'école slovaque de Bâle n'existe pas, mais c'est une langue que je parle avec mon père. C'est une langue que je maîtrise pas tellement parce que je le parle seulement avec lui, donc c'est une langue un peu pauvre pour moi. Mais bon, voilà. Eux parlent allemand ensemble, donc on avait toujours l'allemand à table, on avait ces 3 langues, donc on avait une espèce de traduction à laquelle on ne pensait même pas, mais quand on demandait le sel à quelqu'un, le mot sel dépendait de la personne devant qui se trouvait, donc parfois c'était Solj, parfois c'était Salz, et puis voilà. Et donc il privilégie finalement la langue maternelle, et je vais à l'école française de Bâle. Alors en faisant ça, ils m'ont donné une langue, ma langue qui est aujourd'hui ma langue de travail. Mais ils m'ont aussi un peu peut-être privé à ce moment-là d'un pays, parce que moi je vivais à Bâle, mais j'avais l'impression d'être un peu étranger, d'être né à l'étranger. Et donc c'est peut-être ça qui m'a donné envie de voyager après, peut-être. Donc j'ai étudié ensuite en France, à Strasbourg, la littérature et l'histoire de l'art. Et puis, mon premier pays hors d'Europe, c'était la Jordanie pour le service de la coopération. Donc, à la place de faire le service militaire, que j'avais choisi de faire en France parce que je savais qu'il y avait cette possibilité d'aller à l'étranger, j'ai fait ce service de la coopération à Amman, en Jordanie. Donc, je travaillais au Centre culturel français d'Amman. J'enseignais un peu, je m'occupais des expositions qu'on faisait, des choses comme ça. Ensuite, j'ai enseigné au Liban, donc à Tripoli, à l'université Saint-Joseph du Liban, où j'ai également enseigné le français et aussi le théâtre contemporain à des étudiants. Pas très longtemps, une année universitaire. Et ensuite, on m'a proposé de diriger l'Alliance française de Dhaka au Bangladesh. Donc, je suis allé au Bangladesh et j'avais déjà très envie d'écrire. Mais je savais que c'était des postes qui étaient très bien payés parce qu'on dépend du ministère des Affaires étrangères. Et donc je me suis dit, bon, mon vieux, si tu veux écrire, il faut que tu aies du temps, il faut que tu aies un minimum d'argent. Commence par faire ce boulot-là, et puis ensuite tu verras. Et je suis assez fier parce que j'ai réussi c'était un contrat de 4 ans, mais au bout de 3 ans, je me suis dit, bon, maintenant peut-être que tu devrais vraiment penser à écrire parce que c'est ça que tu veux faire. Et j'ai démissionné parce que c'était ça mon projet.
Et j'en suis fier parce qu'on tombe très vite dans des engrenages. Quand on a un bon boulot qui est agréable, qui est facile, on peut très bien abandonner ses rêves d'adolescence et puis suivre comme ça le flux. Mais j'ai tenu bon, quoi. J'ai quitté ça et puis je me suis mis devant ma feuille et j'ai écrit ensuite en Palestine parce que ma compagne avait trouvé du travail en Palestine, on avait déménagé là-bas. J'ai écrit mon premier roman. Voilà. Tu n'as pas travaillé en Palestine? J'ai enseigné aussi à l'université de Birzeit. J'avais quelques heures d'enseignement du français. Ouais. Et donc on est resté finalement 5 ans, presque 6 en Palestine. Donc voilà, un pays qui était tranquille, très tranquille la majorité du temps. Une petite ville, comment on pourrait dire, une petite ville tranquille, de province, comme ça. Mais qui pouvait, 1 jour par an ou 2 jours par an, être extrêmement violente, avec des incursions de l'armée israélienne, avec des tirs dans la rue. Et donc là, il fallait faire attention. On savait qu'il y avait des endroits où il fallait pas aller. Parfois, on le savait pas. On se retrouvait dans des situations un peu difficiles. Voilà. Vous aviez des enfants? Notre fils est né à Bethléem. Donc voilà. C'était pas prémédité. C'était pas prémédité. On hésitait à fréquenter, disons, ma compagne a hésité à accoucher à Ramallah. L'hôpital n'était pas très bon à Ramallah. À Jérusalem, c'était des bons hôpitaux, mais ça aurait été du côté Jérusalem-Ouest. Et le problème, c'est que les médecins israéliens avec qui on a eu affaire étaient des gens qui parlaient très mal anglais. Et comme nous, on ne parlait pas hébreu, eh ben, on avait quand même un problème de communication. Et donc, on nous a conseillé l'hôpital de Bethléem, qui est un hôpital donc palestinien, mais qui est extrêmement bien équipé. Et là, les gens parlaient très bien anglais, et puis nous, on se débrouillait quand même en arabe. Donc, on a eu c'était un très bel accouchement, voilà, avec un staff extrêmement, enfin une équipe vraiment très chaleureuse, et c'était magnifique. Et voilà, donc Louis, notre fils, est né là, et puis 6 mois plus tard, on est parti à Rome parce que j'avais eu une résidence d'écriture d'1 an à Rome, qui évidemment ne se refuse pas. Ça, c'était en quelle année? C'était en 2011. Et tu es toujours à Rome? Et on est resté à Rome. Parce que malgré notre goût des voyages, quand on a des enfants, les valises commencent à être un peu lourdes. Et notre fille ensuite est née à Rome. Donc voilà, la valise était encore plus lourde et on est resté là. Et vos enfants fonctionnent dans quelle langue? Alors on a compris que ce qui était important, et ce que j'ai eu la chance moi d'avoir dans mon enfance, c'est que quand on a des parents qui sont d'origine différente, il est important qu'ils parlent aux enfants chacun dans leur langue, sans les mélanger. Donc ma femme parle italien avec les enfants, moi je leur parle en français. Quand on est tous ensemble, on essaye de privilégier le français pour qu'il y ait un peu plus de français, disons, à Rome, quoi. Mais voilà, quand je suis seul avec eux, c'est que le français, et quand ma femme est seule avec eux, c'est que l'italien, et du coup, ils sont bilingues. Et puis, ils vont à l'école suisse de Rome, où ils apprennent l'allemand. Pour continuer dans la tradition familiale. Alors, je n'avais pas prévu qu'on parle autant de toi, mais je suis ravi de ce début. Et on va en venir au voyage du Salem. Mm-hmm. Alors, il faut que tu nous racontes... D'abord... Dans La couleur des jours, qui est un excellent journal que je vous recommande, je ne sais pas s'il est lu à la bibliothèque sonore, la couleur des jours. Vous avez des périodiques qui sont lus? Alors, c'est une suggestion. C'est un excellent... il sort 4 fois par année et il y a beaucoup de très longs textes. Donc, c'est bien pour la lecture... pour enregistrer, parce que il y a des longs papiers qui font plusieurs pages, qui sont en général très bien écrits, parce que ce sont des écrivains pour la plupart. Il y a peu de journalistes, plus des écrivains. Et tu avais écrit un livre, un texte,
qui s'intitulait Si vende tutto. Qu'est-ce que c'était ? Alors c'est un texte qui est paru, que j'avais écrit donc pour La Couleur des Jours en 2022. Parce que c'était disons, ça correspondait, la parution de ce texte correspondait au centenaire de la marche sur Rome, c'est-à-dire le moment où Mussolini a pris le pouvoir en Italie. Et c'était un moment où l'extrême droite italienne commençait à être très forte, où on attendait des élections. Et comme vous savez, ces élections ont été gagnées par ce que nous on appelle l'extrême droite, ce que les Italiens appellent, pour une raison que j'ignore, le centrodestra. Et donc j'avais envie j'ai raconté quelque chose qui m'est arrivé, qui est une histoire assez simple, mais j'ai eu beaucoup de chance. Je vois un jour, en prenant le bus, la devanture d'un brocanteur antiquaire qui vend un peu de tout, quoi. Puis je m'arrête, je descends là, et je regarde ce truc, puis je vois qu'il y a des bouquins. Et qu'il y a, au premier étage, il y a une espèce de mezzanine, et puis c'est rempli de bouquins. Je monte, je commence à fouiller dans ces bouquins, et je vois qu'il y a là toute une bibliothèque de quelqu'un, que quelqu'un a bradé. Et en fouillant dans cette bibliothèque, jour après jour, parce que j'y retournais jour après jour et je ressortais les bras chargés de bouquins, je découvre l'identité de l'ancien propriétaire de cette bibliothèque, qui s'appelait Bruno Bottai et qui était le fils de Giuseppe Bottai, ministre de l'Éducation de Mussolini. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, quelqu'un qui avait une histoire de famille évidemment extrêmement intéressante. Et donc dans ce texte, je raconte cette découverte, donc livre par livre, comment j'arrive à identifier cette personne et comment je trouve dans cette bibliothèque des écrits, par exemple d'Italo Balbo, qui était un bras droit de Mussolini, dédicacé par Italo Balbo. Et donc c'était un vrai voyage dans le temps que je faisais chez ce brocanteur. Et ça m'a permis de revenir sur cette marche sur Rome, sur la façon dont les fascistes ont pris le pouvoir en Italie, en essayant de parler de ce moment qui était quand même un moment un peu sombre de l'histoire et qu'il me semble pas inutile de rappeler, quoi. Alors j'ai juste un petit passage, un commentaire sur cet article. Jan Noviak raconte cette histoire et montre comment le fascisme a été subventionné par les riches conservateurs, terrifiés par le communisme. Ils voulaient défendre le monde qu'ils connaissaient et dont ils profitaient. Ce sont donc les ennemis du changement qui ont permis aux fascistes de bouleverser complètement le pays d'une manière qu'ils n'avaient pas prévue. La peur n'est pas toujours bonne conseillère. Et je trouve que c'est intéressant d'en parler maintenant. Absolument. C'est aussi intéressant parce que tu trouves des choses chez les brocanteurs. Et ce livre est né d'une rencontre assez particulière. Oui. Donc je me trouve au Bangladesh. Donc et puis il y a à côté de l'Alliance française où je travaille, il y a une espèce de papeterie, mais qui vend aussi des vieux bouquins. Et puis voilà, comme j'aime bien fouiller dans les vieux bouquins, là je regarde, il y a des classiques, des choses qui m'intéressent pas trop. Et puis je découvre un petit recueil de faits divers qui raconte des histoires assez sensationnelles, des histoires de meurtres, de braquages, de mystères, de personnes découpées à la tronçonneuse, enfin toute une histoire plein d'histoires horribles comme ça, sans doute romancées, résumées. Mais là-dedans, je découvre une histoire qui me touche énormément, enfin qui me frappe. C'est l'histoire du Salem. Le Salem, donc, un pétrolier que l'on charge de 200 000 tonnes de brut au Koweït en 1980. Enfin, en 1979. Il fait le tour de l'Afrique parce qu'il est trop lourd pour passer le canal de Suez. Donc, il va livrer le pétrole en Europe. Il doit faire le tour de l'Afrique.
Et le 17 janvier 1980, il coule au large du Sénégal. Mais quand on va secourir l'équipage, on se rend compte qu'il n'y a pas de marée noire, alors qu'il aurait dû provoquer une marée noire absolument monstrueuse. Et il n'y a pas d'explosion non plus. Enfin, on se rend compte qu'en réalité, le pétrole n'est plus à bord. Donc quelqu'un a volé 200 000 tonnes de pétrole brut. Et j'ai trouvé qu'il y avait là quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très poétique. Enfin, je me retrouvais aussi devant ce fait divers comme un enfant devant un tour de magie, avec ce même étonnement quand pour la première fois on voit un foulard qui disparaît. Voilà, là c'était 200 000 tonnes de pétrole brut, hop, évanoui. Et j'avais envie de parler de ça. Voilà. Et ça t'est resté un certain temps. Parce que ça, c'était à Dakar. C'était quelle année, Dakar ? Dakar, c'était donc 2002-2005. Et ce livre est sorti en 2024. Cette année. Donc tu l'as écrit l'année dernière, oui, depuis 2 ans. C'est ça. Oui. C'est ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais cette idée dans ma besace, et puis, mais j'avais oublié en fait. Mais un jour, pendant le confinement, alors là, c'est plus vraiment moi, c'est un écrivain dont j'invente un peu la vie, mais bon, je lui ressemble un peu quand même. Je suis dans un hôtel et au bord de la mer. Et puis c'est le coucher du soleil, et puis soudain j'aperçois à l'horizon, au beau milieu de l'horizon, un pétrolier, mais tout petit, une petite tache comme ça. Et soudain il y a toute cette histoire du Salem qui revient, et je me dis, ça c'est un signe, quoi. Ça c'est pas un pétrolier quelconque, ça c'est le Salem qui revient pour me dire, raconte maintenant, il faut que tu racontes mon histoire. Alors je vous lis 2 pages de ce début de roman. La vision m'a poursuivi le lendemain sur la route côtière qui nous ramenait à la capitale. Sarah s'était replongée dans son travail, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, et dans le rétroviseur, je croisais parfois le regard absent de Chloé, retranchée dans la bulle de ses écouteurs. La radio crachait ses mauvaises nouvelles, l'épidémie resserrait son emprise avec la fin de l'été. Elle n'allait pas tarder à nous enfermer à nouveau dans un appartement qui était devenu, de semaine en semaine, plus étouffant. Mais j'avais trouvé mon échappatoire. Par-delà le volant et le fleuve de bitume, j'entrevoyais une histoire qui tremblait à l'horizon des temps, loin derrière les eaux sages de la Méditerranée. Une histoire d'homme en prise avec l'océan, une sombre histoire de convoyeurs d'or noir. Le trafic s'intensifia à l'approche de la ville. Lorsque l'autoroute bifurqua vers l'intérieur des terres, j'avais décidé de prendre le large. J'ai enquêté, à la manière dont on enquête quand on écrit un roman, de biais, sans chercher de coupable et sans même être certain qu'un crime ait été commis. J'ai commencé par errer sur des plans de pétroliers glanés en ligne. J'ai déambulé le long de leurs coursives, gravi des échelles et longé des pipelines, fasciné par la démesure de ces bâtiments qui garantissent l'approvisionnement de nos usines, de nos cités. L'orgueil de leur dimension s'accordait à la valeur de leur cargaison, cette force grasse et obscure qui nourrissait nos rêves de progrès, une huile essentielle issue du fond des âges, qui faisait tourner nos machines et recouvrait nos routes, qui générait et guidait l'électricité de nos câbles et que l'on retrouvait jusque dans nos rouges à lèvres ou les fibres de nos vêtements. Le pétrole n'était pas seulement une matière première, c'était la sève d'une civilisation. Il ne pouvait pas disparaître. Le naufrage du Salem avait donné lieu à des comptes rendus plus sérieux que celui de mon petit recueil d'énigmes criminelles. La première relation étoffée que j'ai trouvée est l'œuvre d'un ancien capitaine de frégate, Luis Jar Torre, publié en juin 2005 dans un périodique espagnol, la Revista General de Marina.
L'article est centré sur l'aspect technique de l'affaire et je me suis perdu dans des histoires d'alternateurs et de monobouées, mais le texte était abondamment illustré et c'est là que j'ai trouvé la première image du Salem lorsqu'il s'appelait encore Sea Sovereign. Ça ne ressemble pas à grand-chose, un pétrolier. Une longue boîte de conserve, une construction entièrement dévolue à la ressource qu'elle transporte. Ce qui sert à son déplacement est relégué à l'arrière. On y trouve une hélice, des turbines, des cheminées et, logés dans une boîte blanche percée de sabords, quelques êtres humains. Alors ça, c'est le début. Comment est-ce que tu as construit ton livre? Parce que j'ai l'impression que c'est comme une corde où tu entremêles, enfin tu tresses des torons. Alors j'en ai vu 3, mais il y en a peut-être plus. Il y a l'histoire de l'écrivain, qui est presque toi. Oui. Il y a le résultat objectif de l'enquête, et puis il y a le journal d'un personnage. C'est ça. Alors, je raconte, je résume un peu ce qu'on sait sur l'affaire, dont finalement on a découvert ce qui s'est passé. Tout le monde l'a pas lu. Non, je vais pas le raconter. Mais on a découvert ce qui s'est passé, donc je raconte ce qui s'est passé, et puis je raconte aussi comment il y a eu 13 enquêtes internationales, parce que vous savez que le commerce pétrolier, ça touche beaucoup de pays, beaucoup de juridictions différentes, parce qu'il y a les propriétaires du pétrole, il y a les propriétaires du bateau, il y a ceux qui ont les contrats de transport, enfin c'est extrêmement compliqué. Il y a les assureurs. Donc j'ai essayé de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Et donc j'explique un peu ce qui s'est passé et comment les escrocs, parce que c'est une bande de trois escrocs, comment ils ont réussi à faire leur coup. Donc ça, c'est une des choses qu'on trouve dans ce livre. L'autre chose qu'on trouve, c'est un écrivain qui est confronté à un gros problème, c'est de parler d'un événement qui s'est passé il y a presque 50 ans, et dont on ne connaît finalement que les aspects financiers, mais pas tellement ce qui s'est passé à bord du navire. Donc ça, il devait l'inventer. Alors parfois, il y arrive, c'est-à-dire qu'il trouve, par exemple, la voix d'un matelot, un personnage qui a existé, mais qu'il fallait réinventer sa voix. Et puis parfois, il a du mal aussi, parce qu'il se sent loin de ce navire. Et alors, coincé dans cette épidémie de Covid, eh bien, d'une certaine façon, sa solitude dialogue avec celle de ce marin sur ce bateau, 50 ans plus tôt. Tout comme elle dialogue avec un autre fil qui arrive à la fin de cette histoire, qui est l'histoire d'une autre solitude maritime, l'histoire de Donald Crowhurst, qui est un Anglais, l'histoire d'un Anglais qui a fait le tour du monde en solitaire et qui en réalité était un navigateur du dimanche absolument incapable de faire ce tour du monde. Donc il s'est arrêté dans l'Atlantique. Au lieu de passer sous l'Afrique, sous l'Australie et sous l'Amérique, il est resté en Atlantique. Il a attendu que les autres concurrents fassent le tour et puis il s'est joint à eux en faisant semblant. Sauf que dans l'intervalle, cette solitude et le sentiment de ce mensonge, ce sentiment de culpabilité l'a rendu fou et il n'est jamais arrivé à bon port. Et c'est une histoire extrêmement, extrêmement émouvante. Et je crois que, enfin, ce dont je suis fier dans ce roman, c'est que je réussis à mêler ces trois histoires, ou peut-être ces quatre histoires, où on passe de l'une à l'autre, et puis peut-être que ce qui est important, ce qui se passe vraiment, se situe dans le passage, dans les blancs entre ces différentes voix. Parce que parler de la solitude, parler de la dépression, parler de la solitude en mer aussi, ce sont des choses qu'il est difficile d'aborder de façon frontale. Alors en racontant ces histoires-là, peut-être j'ai réussi à en donner un peu le goût, en arrivant quand même ensuite à bon port, parce que c'était ça quand même qu'il fallait faire, quoi.
Contrairement au Salem. Contrairement au Salem et contrairement à Donald Crowhurst. Alors oui, j'avais effectivement oublié le quatrième tauron, qui est cette histoire incroyable de l'anglais. Alors, tu utilises des corps différents. Tout d'un coup, à la page 15, tu prends un autre corps, Oui. une police différente, enfin la même police mais un autre corps. C'est du Maigre. L'éditeur a apprécié ça. C'était en réalité un choix de l'éditeur qui pensait que c'était plus... Que peut-être c'était plus simple de souligner visuellement la voix du matelot et de la distinguer donc pas prévu au de départ. la voix de l'écrivain. En réalité, si, mais j'avais simplement mis le matelot en italique. Voilà, mais l'éditeur, mon éditrice, je ne sais pas pourquoi, elle déteste les italiques. Je ne sais pas. Et donc, elle a préféré changer de police, ce qui me va très bien. Enfin, finalement, le résultat est le même. Alors, je t'avais écrit que j'avais eu un tout petit peu de peine à entrer dans le personnage parce que je trouvais qu'il était plus poétique que réaliste. Et tu m'avais répondu, c'est vrai que le marin est un personnage que je n'aurais pas pu faire passer pour réel ou même réaliste. Ma difficulté à l'écrire devient ainsi un thème du livre, qui est aussi une histoire d'échec, un triple naufrage. Mais l'échec compté peut aussi être la voie d'une rédemption. Oui. Et j'avais trouvé ce mail magnifique. La voie d'une rédemption. Ben c'est ça que je raconte, cette difficulté, et je crois que le mot de rédemption, je l'utilise en parlant de Donald Crowhurst, qui finalement son échec nous apprend beaucoup, et je crois que les questions que se pose cet écrivain par rapport au réel dont il a envie de parler, mais dont il se sent parfois si loin, et donc ce recours au mensonge littéraire, mais finalement il est révélateur aussi, parce que on est dans un monde où on nous assène l'idée d'un succès. Alors, on a le droit de travailler dur, on a le droit de souffrir un peu, mais à la fin, il faut que on ait du succès, quoi. Alors qu'en fait, en art, ce qui fait partie vraiment de l'art et de la littérature, c'est le risque. Et quand il y a du risque, c'est pas juste un mot qu'on peut prendre à la légère. Quand il y a du risque, ça veut dire il peut aussi y avoir des échecs. Et alors, moi, j'ai réussi à dépasser cet échec. Mais je pense qu'il est important d'en reparler, de le mettre, de l'écrire, quoi. Attends, j'ai pas bien compris. Oui, pardon. Tu as réussi à dépasser quel échec ? Disons, alors l'échec de ne pouvoir de ne pouvoir trouver le matelot au réel que j'aurais aimé trouver. J'aurais aimé que mon enquête me mène à trouver ce personnage réel. Donc il fallait que je l'invente. Et ça en soi c'est un peu un échec, hein. C'est presque un échec journalistique si vous voulez. Mais ça peut devenir disons le prétexte, je dirais pas une réussite littéraire, mais en tout cas le prétexte d'un travail littéraire. En revanche, j'ai trouvé une autre personne réelle, c'est le commandant d'un bateau, d'un pétrolier qui a travaillé dans ces années-là et qui a vu les traces du naufrage. Donc là, j'avais une personne avec laquelle je pouvais dialoguer et qui pouvait vraiment m'expliquer ce que c'était que la vie à bord d'un pétrolier dans les années 80. Ce qui donne du réalisme à l'histoire, au journal de ton marin, fictif. Oui, ce qui me permet de vraiment essayer de comprendre mieux ce qu'il pouvait avoir vécu. Mais, comme je te le disais dans ce message, l'idée, c'était entraîner le lecteur dans une histoire, mais c'était pas de lui faire croire que c'était là la voix réelle d'une personne réelle. C'est un personnage, on le sait depuis le départ. La difficulté était de trouver sa voix, parce que il fallait que ce soit une voix distincte de la voix de l'écrivain, mais il fallait quand même que ce soit ma voix, une forme de ma voix.
Parce que sinon, ça aurait été quelque chose d'artificiel. Oui, si tu l'avais fait parler avec un langage simplifié ou voilà. supposé. Enfin, Voilà. Donc il fallait que je trouve une autre voie, et je l'ai trouvé en raccourcissant un peu les phrases, en prenant plus de temps, qui est un temps un peu d'immersion, qui me permet, je crois, de retrouver ce temps long de ces voyages interminables que font ces pétroliers, et de mettre ça dans son témoignage. Voilà. Alors, je propose, je ne sais pas si tu voulais lire encore quelque chose de celui-ci ou si on passe aux Eaux de Rome. On peut passer aux autres. Parce qu'il est déjà, 11h moins 5. Alors, le Zoo de Rome, il est né à Rome, ce livre. Il est né à Rome, absolument. De quelle manière? Parce que le Bioparco, ça existe. Le Bioparco existe, et donc il a ce nom de Bioparco parce que la municipalité a voulu vendre de nouveau l'idée d'un parc animalier moderne, mais en réalité c'est tout simplement un zoo, et c'est tout simplement la continuité de ce qu'était le zoo de Rome, fondé en 1911. Et donc je m'y suis promené avec mes enfants, et j'ai découvert que, au-delà des animaux que je m'attendais à voir évidemment, il y avait une architecture, et que cette architecture, eh bien, elle nous permettait de remonter le temps, de parler de ce zoo comme d'un témoignage d'une histoire de la ville, d'un siècle de la ville, et au-delà de ça, peut-être d'un siècle d'humanité, tout simplement. Et là aussi, tu tisses des fils différents. Comment est-ce qu'il est construit, ce livre? Alors là aussi, parce que c'est très intriguant, comment tu procèdes. Donc j'étais fasciné par le lieu, et puis j'ai décidé d'en raconter l'histoire, plus ou moins décennie par décennie. Donc, l'histoire architecturale et zoologique. Et zoologique et politique. Parce que évidemment, la question que je me posais, c'était pourquoi est-ce qu'on fait un zoo? Ça coûte extrêmement cher. Un musée, ça coûte cher, un musée, mais finalement c'est encore dans l'ordre du raisonnable. Un zoo, c'est comme un musée qui n'arrête pas de manger. C'est extrêmement cher. Et alors je me suis dit, mais pourquoi une municipalité décide d'investir dans un zoo? À quoi ça sert un zoo? Eh bien, à l'époque, ça servait à construire l'Italie. Il fallait que l'Italie dispose d'une capitale. C'était un pays qui avait 50 ans. Il fallait que la capitale soit promue comme capitale européenne. Et pour avoir une capitale, eh ben, il fallait un zoo. C'est-à-dire que tous les autres pays avaient un zoo, et l'Italie aussi voulait avoir son zoo. Donc le zoo est construit parce qu'il fallait construire l'Italie. Donc c'est un symbole de statut, de prestige. C'est ça, c'est un symbole de prestige. Et puis je me suis dit que peut-être au niveau symbolique, c'est un peu comme si, quand on construit une civilisation, enfin, ce qu'on appelle une civiltà en italien, on avait besoin de répéter qu'on dominait la nature, qu'on dominait le sauvage, et de redire cette force humaine, disons, cette capacité à s'extraire du besoin immédiat, de dominer la nature. Et donc, je crois que symboliquement, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a construit un zoo à ce moment-là. Donc c'est une conception philosophique du monde. Ça correspond à une vision de l'homme. Absolument, qui a été ensuite répétée, notamment sous le fascisme, parce que le zoo pouvait être la vitrine des colonies italiennes. On pouvait ramener les animaux des colonies, et c'était une façon pour le régime fasciste de montrer aux Italiens la richesse de l'empire, entre guillemets. Alors vous voyez que l'importance politique de ce zoo était énorme, et dépassait de loin l'aspect immédiat, divertissant que je pensais y trouver en m'y promenant. Alors au moment où commence ton livre, le zoo va mal. Voilà, le zoo va très mal, ce qui était effectivement le cas dans les années, alors surtout dans les années 90, disons. Ouais, à 80, 90, enfin, les gens n'y vont plus parce que on commence à se rendre compte que quand même les animaux, ils sont quand même très mal lotis.
Et puis, donc, je raconte les efforts d'une directrice de la communication du zoo pour sauver cette institution. Et cette directrice de la communication, donc fictive, s'appelle Giovanna. Et c'est la deuxième histoire donc, qu'on trouve dans ce livre. C'est une histoire qui se passe au présent. Et c'est l'histoire de Giovanna et de Shahin. C'est la rencontre entre cette directrice de la communication et un type assez étrange, un architecte algérien qui tous les jours se rend au zoo et on ne sait pas pourquoi. Il n'a pas de lien avec l'institution, il se promène là et Giovanna le rencontre. Et c'est donc ça la deuxième histoire de ce livre. Et je pourrais vous lire un bref extrait de cette rencontre. Merci. Attendez, je m'installe. Voilà. Ça va, merci. Il la rencontrait presque tous les jours et presque par hasard, c'est-à-dire vers 13h, devant la maison des girafes. Parfois, elle avait été trop occupée pour venir, ou bien ils s'étaient croisés plus loin, devant les hippopotames pygmées ou le tamandin. Le vieux gardien en profitait alors pour leur raconter une anecdote ou deux, ou trois. Par exemple, l'histoire du petit bruang malais qui s'était réfugié dans les toilettes du musée. Giovanna s'efforçait de traduire à Shahin le truculent récit, et l'Algérien l'écoutait avec attention. Il aimait son accent. Elle roulait les R, arrondissait les U. Ce n'est pas que ce soit particulièrement mélodieux, un accent, mais ça vous projette directement dans l'anatomie des sons, l'incurvé d'une langue qui caresse un palais, l'avancée un peu forcée des lèvres, le ressac de la salive. C'est cela que l'on aime chez les gens qui ont un accent, on entend leur corps. Ainsi, Shahin écoutait-il le corps de Giovanna lui raconter comment on avait retrouvé l'ourson, le bruit des lavabos qu'il arrachait, les tuyaux d'eau brisée, l'inondazione qui avait suivi. Et le gardien enchaînait sur un récit qui concernait apparemment son père et une panthère, mais Shahin n'écoutait que la musique des mots. D'ailleurs, Giovanna fronçait parfois les sourcils, en souriant, tout en parlant. Elle-même ne semblait pas comprendre tout ce qu'elle traduisait. D'autres fois, ils écoutaient simplement le grand silence animal, les cris stridents dont ils cherchaient à deviner l'origine, entre les branches touffues des magnolias. Elle ne lui posait pas de questions, et il évitait d'y répondre. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce passage ? Le ressac de la salive et le langage du corps. Alors j'avais envie de... C'est pour ça que Shahin est algérien. Il aurait pu être suisse ou belge ou français, mais je trouve que ça a accentué son étrangeté, mais je voulais qu'il soit francophone. Je voulais qu'il soit francophone, et qu'il oblige d'une certaine façon Giovanna à parler français. Enfin, que cette rencontre se fasse en français et se fasse dans une langue qui était particulière pour tous les deux, qui était peut-être pas la langue maternelle de Shahin et qui n'était sûrement pas la langue maternelle de Giovanna. Pardon, ta question. Pourquoi ce passage? Pourquoi les accents? Parce qu'il est question de cette langue, de ces accents, de cette chose qui me touche en ayant vécu à l'étranger. C'est de comment on utilise les langues pour écrire, comment on utilise la langue. Et comment on utilise les couleurs, les différentes couleurs qu'elle peut avoir suivant les pays où on la parle. Alors, on ne va pas raconter davantage le zoo de Rome, mais j'aimerais quand même savoir quel est le bruit du tamandin. Qu'est-ce que c'est le tamandin? Alors, son cri, je sais pas exactement ce que ce serait.
puisque c'est un animal que j'ai inventé, mais qui ressemble vaguement qui ressemble assez précisément à un fourmilier. Mais ce serait un fourmilier qui ne serait pas d'origine américaine, donc sud-américaine, mais d'origine africaine. Alors j'ai refait toute la généalogie zoologique de cet animal imaginaire de façon très précise, parce que voilà. Et la particularité de ce tamandin, c'est que c'est le dernier représentant de son espèce. C'est une chose qui arrive finalement, malheureusement, réellement, c'est qu'on identifie, c'est que d'abord qu'on a dans les zoos des animaux qui n'existent plus dans la nature. Et puis, dans l'histoire, on a pu identifier des individus, des animaux qu'on avait désignés comme les derniers représentants de leur espèce. C'est arrivé 4-5 fois dans l'histoire. Et j'avais envie de raconter ça, d'imaginer que le zoo de Rome pouvait héberger le dernier tamandin. Et il n'y a pas de tamandine. Et il n'y a malheureusement pas de tamandine. Et c'est ce qui va sauver, cette histoire va sauver le zoo. Cette histoire va sauver le zoo. Parce que c'est une directrice de la communication. Donc elle sait faire mousser cette histoire. Elle sait faire mousser cette histoire qui correspond peut-être à une préoccupation au-delà de ce qu'elle réussit à faire comme battage commercial. Ça correspond évidemment à une préoccupation que nous partageons tous. Cette transformation de la nature et cette disparition d'un monde qu'on a connu. Je pense qu'il est certain, d'ailleurs c'est déjà arrivé, mais les zoos vont très certainement, et d'ailleurs utilisent déjà cet argument pour faire venir les gens, parce que ce sont effectivement des endroits où on peut montrer aux enfants ce qui se passe, et puis aussi où on peut essayer de changer un comportement. Il faut espérer que la didactique puisse sauver ce qui reste de... Alors, je ne sais pas ce que tu es en train d'écrire maintenant à la Fondation Michalski, où tu es en résidence, mais quelle est la part de tes convictions, quelle est la part consciente de tes convictions dans tes livres ? La sève, le pétrole comme sève d'un commerce mondialisé totalement destructeur, l'histoire de la nature vandalisée et détruite par l'homme, c'est pas conscient au départ ou c'est conscient, tu vas faire un livre à thème? Non, moi je suis plutôt poussé par les images, par des visions, par des choses que j'ai envie de creuser. Mais il y a évidemment une préoccupation du monde dans lequel on vit. Et le pétrole, c'est effectivement quelque chose c'est difficile de parler d'une cargaison de pétrole sans toucher au problème de l'énergie, par exemple. Sauf que quand on fait ça comme écrivain, ou disons simplement comme quand on pense à un problème, on se rend bien compte aussi que le pétrole, c'est ce qui permet de fabriquer des seringues, par exemple. Donc c'est à la fois ce qui nous ruine, mais c'est aussi ce qui peut nous sauver. Et à partir de ce moment-là, les causes, elles sont difficiles à défendre de façon frontale, de façon trop naïve, parce que quand on creuse les faits et aussi quand on creuse le langage, on se rend très vite compte de l'ambiguïté des choses, de la complexité des choses. Dans le zoo de Rome, à un moment, je décris la disparition de cette race d'animal comme la disparition d'une étoile. C'est à la fois quelque chose de très important, de terrible, la disparition d'une étoile, et à la fois de quelque chose de complètement accessoire. Si vous enlevez une étoile dans notre ciel, c'est pas ça qui va nous changer la vie. Donc, il y a des milliers d'espèces qui disparaissent tous les jours, mais on en découvre aussi des milliers. Alors tous ces aspects, cette complexité-là, c'est bien de s'y pencher. Mais à la fin, ce qui m'intéresse, je crois que c'est la complexité humaine, parce que c'est toujours de ça dont il est question dans ces livres. C'est d'essayer de comprendre comment on fonctionne, et puis surtout d'essayer de partager la vie de gens qui font des choses complètement différentes, d'essayer de rentrer
de se plonger dans des mondes qui ne sont pas les mondes de notre quotidien. Parce que s'il y a une cause que la littérature doit défendre, et c'est, je crois, la seule, mais elle a le devoir de le faire, c'est celle de l'empathie. Ouais. Je vois pas de meilleure chute. Est-ce que vous avez des interventions, mesdames et messieurs? Le micro est là. Qui désire la parole? Monsieur. Voilà. Il y a un micro. Voilà. N'oubliez pas de dire vos noms quand vous allez intervenir. Merci. Roger Cozondet, nous avons appris que vous aviez vécu en Palestine. C'est évidemment intéressant à l'époque actuelle, puisqu'on nous parle de ces régions, sans doute pas toujours de façon très objective. Mais est-ce que vous-même, vous avez écrit sur cette période, ou est-ce que vous avez l'intention de raconter vos expériences à Ramallah et dans la région? Alors je l'ai fait 2 fois. Une première fois dans le cadre d'un blog avec l'écrivain et critique Jean-Louis Cuffer. Et puis une deuxième fois dans le livre que Jacques a mentionné, donc À toi, avec Kim Thuy. Donc dans ces deux cas, j'ai eu l'occasion de raconter des choses que, plutôt que de parler de façon, disons, abstraite de la situation, de parler de façon très concrète des choses que j'avais vues et vécues. Et pour parler de la situation actuelle, je vous cache pas que ça fait 1 année qu'avec ma compagne, on passe pas de bons moments quand on lit les journaux, parce qu'on pense à des amis. On a été à Gaza plusieurs fois. Moi, je tenais à aller dans ce territoire. Ça n'a pas été facile d'entrer. J'ai dû me faire passer pour un médecin d'une ONG pour entrer dans Gaza, parce que en tant qu'enseignant, je voulais donner un atelier d'écriture à l'université El Azhar de Gaza, et je pouvais pas le faire de cette façon-là. Il fallait que je me fasse passer pour un nutritionniste. Enfin, mais donc j'ai réussi à rentrer là, et puis donc j'ai vu Gaza, puis j'ai rencontré des gens qui pour la plupart ont réussi à sortir de Gaza. Mais les étudiants avec qui j'ai fait des ateliers d'écriture, je ne sais pas aujourd'hui s'ils sont morts ou vivants. Et là, c'est extrêmement dur parce que moi, je peux pas écrire là-dessus maintenant. Parce que je ne vois plus ces choses. Je suis loin. Et puis donner une opinion, ça m'intéresse pas. Surtout, ce que j'avais pas envie de faire, c'était de commencer à écrire sur des réseaux sociaux. J'avais peur de rajouter ne serait-ce qu'une goutte de haine à la haine qui habite, que l'on lit, qui se déverse dans les journaux ou dans les échanges, dans les commentaires des articles. Et étrangement, pour moi, la question, c'est plutôt d'essayer de nouveau de faire preuve d'empathie, essayer d'aller voir de l'autre côté, parce que je sais, on m'a raconté, je sais ce que c'est que d'être sous les bombes. J'aimerais essayer de comprendre comment on lâche ces bombes, comment on peut faire ça, quelle est l'éducation qu'on doit avoir, qu'est-ce que ça signifie être juif aujourd'hui, mais surtout être israélien aujourd'hui, puisque ce sont 2 choses bien différentes. Mais d'avoir ce passé et de porter ce passé qui est évidemment une chose que moi j'ai du mal à imaginer. Mais quand votre identité en partie repose sur le génocide et la Shoah, il y a une façon de voir le monde qui est évidemment très différente. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est essayer de comprendre mieux cette façon de voir les choses, parce que sinon, je me retranche dans un camp et voilà, ça ne m'apportera rien. Enfin, ça ne peut apporter rien à personne. Donc, c'est le dialogue, c'est essayer de voir de l'autre côté, comme je sais que de nombreux Israéliens le font, qui sont extrêmement courageux, qui refusent ce que leur gouvernement est en train de faire. Ils sont malheureusement pas assez nombreux. Merci. Oui, Christian Chevrolet. Je reviens à vos 2 romans.
que l'on visite le musée le zoo de Rome, voyez-vous, ou qu'on soit à bord du Salem, vous mélangez donc la réalité avec votre fiction. Et je serais assez intéressé de savoir, j'imagine qu'il y a une longue investigation avant sur la réalité, et je serais assez intéressé de savoir dans quel état d'esprit vous êtes lorsque vous vous apprêtez à embellir, peut-être même trahir la réalité pour y ajouter votre fiction. C'est quand même un exercice qui est assez périlleux, non ? Alors, en réalité, le mouvement, il est plutôt inverse. C'est-à-dire que moi, je pars d'une émotion. Ce pétrolier que je vois à l'horizon, cette histoire qui me fascine comme si j'étais un enfant, ça, c'est de l'ordre de la réalité d'un sentiment, mais c'est aussi de l'ordre de la fiction du conte de fées, si vous voulez. Et je pencherais plutôt pour quelque chose qui est de l'ordre de la fiction ou de la poésie. Et c'est sur ce matériau qui est vraiment au cœur d'un livre que je recouvre d'une couche de réalité, si vous voulez, en étudiant ce qui a pu se passer dans l'histoire du Salem, ce que le zoo, ce qui a pu se passer dans le zoo au cours de son histoire. Mais je vais choisir dans cette réalité ce qui colle avec mon émotion de base, mon émotion première. Et puis, tout ce que j'apprends dans mes recherches, je vais essayer le plus vite possible de l'oublier, parce que pour garder ma liberté d'auteur. Voilà. Donc, si vous voulez, la réalité ou l'étude, c'est plutôt une espèce d'échelle que j'utilise pour me déplacer dans un livre, mais c'est pas ça qui constitue l'objectif ou l'esprit du livre. Jean-Louis Raymond. J'ai eu la chance de lire vos 2 livres dont vous parlez aujourd'hui cette semaine. Donc, dis donc. Je suis encore à fond dedans. Et puis, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je voulais juste vous féliciter, Monsieur Pascal, parce que le truc fantastique, c'est que vous lisiez vous-même vos livres. Moi, je les écoute par les oreilles. Et puis, il faut reconnaître que vous avez une voix formidable. Si vous arrêtez d'écrire, vous irez peut-être faire du théâtre, parce que vous avez vraiment une voix super et c'est magnifique que ce soit la personne qui écrit son livre et qui peut nous le transmettre. Alors, rien que pour ça, merci beaucoup. Ben, écoutez, merci pour ce commentaire. Merci à Jacques qui m'a proposé. Comment ça se fait que je t'en avais parlé, c'est ça? Oui, tu m'avais parlé de la bibliothèque sonore, donc c'est Jacques qui m'a présenté votre bibliothèque. Et puis je me suis dit, donc tu m'as expliqué comment ça fonctionnait, et puis j'ai regardé, je me rappelle très bien, on était au café près de la gare, et puis je regarde le bouquin et je me dis, mais finalement, je pourrais enregistrer ça. Enfin, ça doit pas être la mer à boire de le lire. Puis ça me ferait plaisir de faire ça pour cette bibliothèque, de le lire moi-même. Et donc, c'est là que commencent les ennuis, parce que quand on n'est pas un professionnel, je peux vous dire que c'est pas évident. Et Benigno en sait quelque chose. Je rentre en contact avec Benigno qui doit tout m'expliquer. Le micro qu'il faut, le programme qu'il faut. Et puis, c'est quand même un sacré exercice. Donc, moi, j'avais calculé comme ça, je sais pas, 2 minutes par page, ça va me prendre 1 jour d'enregistrement, 2 jours. Et non, parce qu'à chaque fois qu'on avale de travers, il faut revenir. À chaque fois que le voisin fait tomber un truc au-dessus, il faut revenir. Et le voisin est très, 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 très bruyant. Donc, je peux vous dire que je pouvais enregistrer seulement le matin très tôt. Et puis, oui, parfois le soir, mais c'était des horaires. Il fallait vraiment que je me glisse dans des horaires de silence assez précis. Et puis, heureusement, Benigno et j'imagine Marc ont peut-être pu, ou je ne sais pas, ont pu en tout cas travailler ensuite sur le nettoyage de ce fichier audio qui est disponible chez vous. Oui. C'était une très belle expérience, ceci dit. À part ces inconvénients de voisinage, c'était vraiment un plaisir que de lire le texte, de voir que le texte fonctionne quand on le lit, parce que c'est pas évident. Moi, je suis pas comme Flaubert, je gueule pas mon texte
pour vérifier ça, je me suis toujours fié, disons, à la page écrite. Et puis de voir que ça fonctionne, ça c'est déjà un plaisir. Et de rentrer comme ça, de refaire ce voyage par le son, c'était un vrai plaisir. Ouais. Alors, je ne sais pas si tu as des auteurs qui parlent de leur projet ou pas, ou si tu peux nous dire quel sera le prochain livre que tu liras pour la bibliothèque sonore. Avec grand plaisir. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps parce que j'ai l'impression d'avoir parlé pendant des heures et de vous ennuyer, mais je vous raconte juste, en 2 mots, je suis en train de travailler sur Frankenstein. Et pas seulement sur Frankenstein, mais aussi sur son autrice, Mary Shelley, dont vous savez qu'elle avait 19 ans quand elle a commencé l'écriture de ce roman. Et il n'y en a pas beaucoup des classiques de la littérature qui ont été écrits par des femmes, et encore moins qui ont été écrits par des jeunes filles de 19 ans. C'est un personnage vraiment étonnant, Mary Shelley, et elle a fait plusieurs voyages à Rome. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le dernier voyage qu'elle a fait à Rome, où elle peut se souvenir de sa carrière, de son vécu, de son mari qui est décédé en Italie. Elle peut se rendre sur sa tombe. Et donc de saisir cette mélancolie qui traverse aussi la littérature romantique et son roman, Frankenstein en particulier. Et il y a une chose très intéressante pour moi, qui maintenant me trouve à Montrichet à la Fondation Michalski, c'est de repenser au premier voyage que Mary Shelley fait en Europe avec Percy Shelley, qui deviendra son mari. Ils descendent et puis ils rêvent, eux, d'indépendance. Ce sont des révolutionnaires de 20 ans, un peu idéalistes, mais pour eux, l'indépendance des peuples, c'est la Suisse, c'est le canton d'Uri. C'est des gens qui s'opposent au grand empire, et pour eux, la Suisse, c'est ça, c'est le symbole de la liberté. Et c'est aussi le symbole de la liberté. Pourquoi ? Parce que il y a les Alpes. Les Alpes, c'est le sublime, c'est la nature qui peut s'extraire du contrôle humain qu'ils sentent monter dans une industrialisation qui commence à gagner du terrain. Et qu'est-ce qu'ils font ces deux jeunes gens ? Ils descendent, ils traversent la Manche sur un rafio. Ils n'ont pas d'argent. Mary est enceinte. Elle commence en tout cas à avoir des nausées. Et c'est vraiment un équipage. C'est les pieds nickelés, quoi. Ils arrivent là, et puis ils arrivent jusqu'au Jura sur un chariot. Ils montent le Jura, et à peu d'endroits, à peu de kilomètres de là où je me trouve maintenant pour écrire, qu'est-ce qui se passe ? Ils voient devant eux une vision qui pour eux n'est pas de ce monde, c'est les Alpes. Et Percy Shelley écrit dans un journal commun. En fait, on ne sait pas vraiment si c'est elle qui tient la plume ou si c'est lui, parce qu'ils l'écrivent ensemble, ce journal. Ils écrivent que c'est impossible de penser que ces choses-là qu'on voit, ce sont des montagnes. Ça doit être des nuages, c'est pas possible. Enfin, il y a quelque chose, c'est de l'ordre du miracle. Ce qui se passe là, sur le sommet du Jura, pour eux, c'est un miracle. Et ils ne vont avoir de cesse de reparler de ce miracle, de ce sublime qu'ils vont exploiter dans leurs poèmes, et dans leurs romans. Et voilà, j'esquisse un peu le sujet de mon livre à venir que j'enregistrerai avec plaisir. Plaisir. On s'en réjouit. Je te remercie. Je trouve que c'est extraordinaire d'avoir un écrivain aussi généreux de sa parole, de ses réflexions, et qui nous parle avec tant de naturel. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jacques. Merci beaucoup.